Bonjour à tous et bienvenue dans cet amphithéâtre de la rue d'Athènes à Paris. Toute l'équipe de VRT, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur les métros automatiques. Une conférence qui arrive une fois encore à point nommé, si l'on en juge par tout l'intérêt que suscitent actuellement les réalisations en cours. Et pour nous en parler ici ce soir, 6 acteurs majeurs du monde des métros automatiques. 2 ingénieries, Egis et Systra, 2 constructeurs, Hitachi Rail et Siemens, et 2 opérateurs, Keolis et la RATP. Je me tourne d'abord vers Emmanuel Sologny. Emmanuel Sologny, vous êtes le directeur matériel ligne 14 de la RATP. Cette année, c'est le 10e anniversaire de l'automatisation de la ligne 1. En 2022, la ligne 4 sera à son tour automatique. Pour 2024, vous préparez le prolongement de Météor, la ligne 14, à Saint-Denis-Pleyel au nord, à Orly au sud. C'est une opération gigantesque sur laquelle nous reviendrons plus en détail un petit peu plus tard. Je crois que vous travaillez aussi sur l'automatisation de la ligne 13. Peut-on dire que pour la RATP, le métro automatique est devenu la compétence première de la régie? Alors, ouais, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc Emmanuel Sologny, effectivement, donc directeur de la ligne 14 du métro. Donc oui, c'est une compétence essentielle aujourd'hui dans le groupe RATP, le métro automatique. Donc l'actualité de la RATP, aujourd'hui on est présent sur 13 pays et 4 continents et on exploite avec nos filiales, notamment RATP Dev, au-delà de l'établissement parisien que vous connaissez bien. Je suis sûr que pour certains d'entre vous, vous êtes venus en métro ce soir. Donc on exploite 22 lignes de métro, soit automatiques, soit semi-automatiques dans le monde. Donc au-delà de l'exploitation des réseaux, l'actualité de la RATP, c'est aussi les projets, comme l'expliquait Philippe. Donc les projets dans le métro automatique avec le prolongement de la ligne 14, l'automatisation de la ligne 4 et son prolongement à Bagneux qui vont arriver l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout un tas d'activités qui font qu'au quotidien, on relève le défi et les challenges du métro automatique, puisque c'est le thème de la conférence de ce soir. Donc on avait à cœur en tout cas d'être représenté pour démontrer tous les savoir-faire du groupe. Christophe Sanguina, vous êtes le directeur du centre d'excellence métro et tramway de Keolis. Vous succédez à ce poste à François Vinsonneau, que nous avions eu la joie d'accueillir lors d'une conférence précédente. Keolis, filiale de la SNCF, est leader dans l'exploitation des métros automatiques. Vous avez Lille, Rennes, Lyon, le Docklands à Londres, Hyderabad en Inde. Vous venez, je crois, de remporter en septembre le métro automatique de Dubaï. Keolis, aujourd'hui, c'est une véritable success story. Eh bien, écoutez, peut-être, et merci. En tout cas, c'est grâce à mes prédécesseurs, comme vous venez de le dire. Et non, mais très content d'être ici ce soir, de représenter le groupe Keolis. En effet, sur les métros automatiques, on a pas mal de choses d'actualité qui sont intéressantes à partager. Aujourd'hui, c'est vrai que sur notamment les métros en GOA4, on a 6 réseaux qui tournent et qui seront intéressants à suivre, vraisemblablement. On a eu le gros événement à Dubaï, où on a récupéré Dubaï en septembre. Et un mois après, on a dû se mettre en ordre d'attaque pour l'exposition universelle. Donc ça, c'était vraiment très intéressant à Dubaï. Et puis ça a été et c'est en cours, donc c'est un franc succès. Dans la région, on opère avec nos amis des RATP Dev le métro de Doha, qui lui aussi a quelques gros challenges et où on va pour exploiter toute la capacité d'un GOA4 avec l'Arab Cup qui va servir de test avant la Coupe du Monde de foot que tout le monde attend, en tout cas certains, très prochainement. Donc ça va être très intéressant. Dans notre actualité, on a aussi une ligne qu'on exploite à Shanghai, où là, pour le coup, on va dire c'est revenu en mode normal, mais qui a beaucoup servi d'exemple chez nous et de référence sur la gestion de la crise Covid, puisqu'ils étaient en avance de phase. Donc ça a été vraiment un cas d'école pour nous sur ce métro automatique. Voilà. Et puis après, les réseaux classiques et connus en France, on a Lille, sur la ligne 1 qui est une première où on va passer de GOA4 à GOA4 mais CBTC, donc avec une évolution très très intéressante et qui sera à suivre.
On a Rennes sur la ligne B, nouvelle ligne qui passe en CBTC, qui va être aussi très intéressante et pour laquelle on est très très impliqué avec certaines des personnes qui vont parler ici, nos amis de Siemens. Et puis on a Lyon avec une première sur la ligne B où on va passer de GOA2 à GOA4 sur cette ligne et où les premiers essais sont en cours. Donc c'est vraiment très intéressant de suivre tout ce qui se passe en ce moment sur ces réseaux-là. Voilà, j'espère qu'on aura de quoi apporter un peu de valeur ajoutée dans cette conférence. En tout cas, nous en tant qu'exploitants, mainteneurs, on a beaucoup promu ces modes de transport automatique et notamment GOA4. On est vraiment très focalisé sur la formation de nos agents, des agents de conduite, des agents de station pour opérer ces transitions. Et on essaye d'aider au mieux les autorités organisatrices dans cette transition quand il y en a. Et puis je pense que travailler avec les autorités organisatrices, plus les constructeurs, plus les sociétés d'ingénierie, c'est vraiment la clé aujourd'hui pour réussir à faire de ces projets des succès. Voilà. Et justement prendre en compte ce que vous mettiez dans le thème de la conférence, les enjeux financiers, techniques, organisationnels, avec chacun sa vision, sa propre vision, mais pour mener à quelque chose d'utile et de pertinent pour le public. Voilà. Vous parliez à l'instant de Siemens. Nous avons justement avec nous Édouard Dumas. Édouard Dumas, vous êtes le responsable chez Siemens du compte SNCF Réseau, mais vous aviez également géré les appels d'offres relatifs aux lignes 15, 16 et 17 pour les automatismes. Alors, on le sait, Siemens est un groupe allemand, mais son centre d'expertise métro automatique est en France. C'est l'héritier direct de Matra Transport, à qui l'on doit le Val. Siemens travaille actuellement sur Nexteo, la ligne B de Rennes, les lignes 4 et 14, le Grand Paris Express. Racontez-nous un petit peu l'avancée de tous ces différents chantiers. Bonjour à tous, merci de nous accueillir ici. Je suis vraiment super content et très heureux d'être ici ce soir. J'étais un peu triste l'année dernière de voir comment cette conférence avait pu se passer. Là, enfin, de pouvoir revoir tous les ferrovipates habituels qu'on revoit sur tous ces séminaires et sur toutes ces conférences, ça fait vraiment très plaisir. Je crois que vous avez tout dit, Philippe, parce que... Oh non, certainement pas. Non, vous avez sur l'actualité, donc effectivement, Siemens Mobility en France, donc on représente le groupe Siemens, Siemens Mobility sur la France. On est basé à Châtillon, comme vous le disiez, digne héritier des équipes de Matra Transport. Le siège est basé à Châtillon, mais on a également des équipes à Toulouse qui travaillent sur tout ce qui est service, sur le Val, principalement. À Châtillon, c'est là qu'on développe, et c'est là qu'est le centre de compétences mondiales pour le groupe Siemens, donc des automatismes, sans conducteur, pardon. Également, on est chargé, bien évidemment, de distribuer l'ensemble du portefeuille de Siemens Mobility, que sont, si jamais un jour, vendre des trains, par exemple, des trains à grande vitesse ou des trains RER. Donc pourquoi pas face à nos concurrents habituels qu'on peut voir sur le marché français. L'actualité aujourd'hui, c'est, comme vous le disiez, bientôt la mise en service de la ligne B de Rennes. Ça, c'est l'actualité française en région, pour l'instant pour nous. On a également des projets à Toulouse qu'on réalise. Et puis on a une grosse actualité, bien évidemment, sur la région parisienne, avec les 3 opérateurs majeurs que sont SNCF Réseau, RATP et le Grand Paris, avec la Société du Grand Paris associée à la RATP pour la maintenance. Donc on travaille bientôt la ligne 4, on a déjà commencé à faire pas mal d'essais avec des trains, les futurs trains MP14, les trains MP09, c'est ça je crois MP89 pardon, et les MP05, je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, donc ça commence à bien tourner. C'est également le cas, donc ce que je disais sur Rennes, on a déjà commencé à faire un petit carrousel en prévision avec nos collègues de Keolis en prévision de la mise en service. On en a déjà une dizaine de trains, sachant que, ce que j'ai compris, on vise à peu près à la mise en service pas loin de 20 trains, enfin 17 sur l'exploitation initiale. On a également le projet de la ligne 4 où, donc, comme vous le disiez, elle va bientôt être étendue. Et puis on va commencer à rajouter des navettes pour essayer de faire un petit peu ce qu'on a fait il y a 10 ans avec la ligne
Et puis bien évidemment le Grand Paris avec en maîtrise d'œuvre Sistra par contre cette fois-ci, où on travaille en collaboration avec Thales sur la mise en place des automatismes et des commandes centralisées, donc Thales s'occupant des commandes centralisées et donc nous du CBTC, avec ce projet majeur, 125 km de ligne, 3 lignes au total, pratiquement 200 trains. Et le dernier, enfin, pas forcément le plus simple non plus, c'est un projet avec SNCF Réseau où pour la première fois on va mettre en service un CBTC sur la ligne du RER E lorsque le tunnel ouvrira. Donc tout ça c'est prévu pour l'an prochain, l'année d'après, pardon, en 2023-2024. Donc beaucoup de projets et tous à peu près, j'ai oublié la ligne 14, pardon, avec la mise en service, voilà, pareil, 2023. Donc beaucoup de projets dans le Landerneau parisien et tous ces projets avec des dates assez rapprochées qui font que voilà, le défi technique aujourd'hui, c'est arriver à satisfaire nos clients et à tenir les délais. Merci. Également avec nous ici ce soir, Frédéric Bernaudin. Vous êtes vice-président innovation chez Hitachi Rail. Hitachi, on le sait, est un groupe japonais, mais Hitachi Rail France est le centre de compétences CBTC pour Hitachi Rail dans le monde. Et Hitachi Rail France n'est autre que l'ancienne CS2E, ex-compagnie des signaux, à qui l'on doit notamment la TVM, la transmission voie-machine du TGV. Et donc, vous bénéficiez, vous aussi, d'un ancrage historique très puissant dans le paysage ferroviaire français. Merci, Frédéric Bernaudin. Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être présents. Oui, vous venez de remonter pratiquement un siècle en arrière, une longue histoire ferroviaire. Hitachi a également une longue histoire ferroviaire. Si on reprend au niveau du groupe, Hitachi, pour recontextualiser, c'est 320 000 personnes à travers le monde. Et il y a plusieurs structures importantes qui contribuent à la mobilité, au ferroviaire et au métro. On va retrouver notamment Hitachi R&D, qui est au niveau de la maison mère, qui intervient sur les systèmes de perception, qui nous aide sur des tramways automatiques ou autres, notamment. On va retrouver Hitachi Power Grid, qui intervient de manière très forte au niveau des RATP et SNCF également, et avec lequel on travaille sur des phénomènes, des systèmes de recharge rapide de bus, de trams, et avec qui on travaille également avec d'autres fournisseurs de batteries électriques. On travaille avec Hitachi Vantara, qui est une plateforme d'expertise de gestion de la donnée. Donc on a des applications avec eux dans le monde ferroviaire, notamment en Angleterre. Et Hitachi Astemo, qui est dans les véhicules autonomes au niveau des automobiles. Et l'un des challenges au niveau de l'innovation, c'est d'essayer de faire cohabiter et de générer des synergies entre toutes ces entités. Hitachi Rail lui-même est un groupe important. On est 12 000 personnes qui sont réparties à peu près sur 38 pays. Et aujourd'hui, dans le monde du métro automatique, eh bien, on a équipé des lignes dans 28 villes à travers le monde, à peu près, dont 14 sont en exploitation commerciale. Parmi ces lignes qu'on a équipées, eh bien, on a dû faire face à des projets nouveaux, où on a déployé une ligne depuis rien, et des projets de rénovation. Parmi les projets de rénovation, on a eu 7, comme on dit, Brownfield Project, qui posent tout un tas de problématiques pour savoir comment faire les migrations, les basculements entre le système existant et le système à venir. Et sur l'ensemble des CBTC en service, on en a 9 qui sont en GOA4. Merci. Merci. Ce soir, nous accueillons également Pierre Cherki. Pierre Cherki, vous êtes le directeur du département ingénierie des systèmes chez Sistra. On ne présente plus Sistra, c'est depuis plus de 60 ans la signature de référence, autant pour le ferroviaire lourd que pour l'urbain. Vous êtes sur le projet LGV, le projet pilote haute performance pour le TGV Sud-Est, sur High Speed 2 en Grande-Bretagne. Vous venez d'obtenir l'assistance à maîtrise d'ouvrage, exploitation et maintenance pour le Grand Paris Express. Vous travaillez aussi sur la resignalisation, je crois, du métro de Marseille et du métro de Bruxelles. Pour le coup, la crise sanitaire ne semble pas du tout avoir ralenti vos activités.
paraphraser le poète, Systra ne connaît pas la crise. On a eu un ralentissement d'activité de chantier l'an dernier, mais à ce jour, Systra est impliqué dans 100% des projets de métro en construction en France, avec une empreinte internationale très importante. On a été dans tous les grands projets de métro, donc PMC, assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, sur le métro de Doha, dont on a parlé, sur le métro de Riyad, en partenariat avec Aegis, et sur le métro de Dubaï, donc récemment, auquel j'ai participé. Et j'ai déjà fait une mission pour Keolis pour évaluer l'état des immobilisations l'an dernier. Donc Systra, bon, pour un petit mot quand même sur l'étendue, les 60 pays, ça j'en ai parlé. Aujourd'hui, en France, donc on est présent sur le métro du Grand Paris Express, où on a un rôle clé d'assistance à maîtrise d'ouvrage système, donc couvrant l'ensemble des disciplines système sur le Grand Paris, ainsi que des AMO sur les lignes, donc plus tournées vers les infras. Et on est également maître d'œuvre sur les contrats ACCC, donc automatisme de conduite et commande centralisée de Siemens et Thales, matière roulant d'Alstom, et puis VMI, les véhicules de maintenance et d'infrastructure. Au-delà de ça, donc on a une palette de prestations très large dans le monde du transport ferroviaire. C'est notre ADN. Donc avec des intervenants dès les études de faisabilité. On a des gens dans le conseil, dans l'aménagement urbain, dans l'environnement, donc, qui peuvent faire toutes les études préliminaires à un projet et aider les collectivités territoriales, les autorités organisatrices à organiser leurs projets, y compris sur l'aspect contact avec le public et obtention des autorisations. On a évidemment des prestations d'infrastructure sur de nombreux domaines, et donc aussi également sur le Grand Paris Express et sur HS2 en Angleterre, on en a parlé. Et puis, évidemment, le département que j'anime, l'ingénierie des systèmes au sein de la BU, donc Business Unit System, qui recouvre toutes les activités liées aux matières roulantes et aux ateliers, à l'énergie et caténaire, à la signalisation, les courants faibles, les télécommunications, et puis l'exploitation-maintenance, la sûreté de fonctionnement et donc l'ingénierie. Sur l'exploitation-maintenance, un petit point encore si j'ai le temps. Donc on s'est positionné comme donc conseil. Donc on fait beaucoup d'études amont de simulation de trafic et de simulation d'exploitation. On travaille également donc à la préparation de l'exploitation-maintenance, et on a développé une nouvelle offre de service de Shadow Operator, donc d'opérateurs virtuels, qui a conduit à quelques succès majeurs récemment en Asie du Sud-Est, au Vietnam et en Indonésie, à Jakarta. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. On pourra reparler tout à l'heure, j'imagine, de toutes les prestations, notamment avec les opérateurs sur les hyperviseurs, la TS+. Etc. Tout à fait, absolument, voilà. C'est tout à fait prévu. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot très très rapide là sur ce projet hors norme que vous préparez pour la ville de Neom en Arabie Saoudite? Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, Neom est un projet issu comment dire, d'une vision de l'Arabie Saoudite du futur, qui vise à créer une ville, si on peut appeler ça une ville, entièrement nouvelle sur les bords de la mer Rouge, en face de l'Égypte et à côté de la Jordanie, dans une région qui est mi-désertique, mi-montagneuse, avec une sorte d'immeubles en continu sur des kilomètres, je crois qu'il y a plus de 100 kilomètres d'immeubles, tout ça climatisé, et un système qui vise à avoir un système de transport totalement
souterrain pour libérer l'espace au sol pour les gens, pour la circulation piétonnière, etc. Et donc on est, nous, Systra, avec d'autres partenaires, mandatés pour définir le système de transport qui comprend une ligne très rapide qui pourrait être un hyperloop parce que c'est un peu à la mode, ou un TGV grande vitesse avec quelques stations, donc de 170 km, l'épine dorsale, le spine, et puis à un certain nombre de stations, des dessertes plus classiques, des zones qu'on qualifierait de centres urbains sur toute cette distance-là, plus une extension qui dessert une ville industrielle. Enfin, donc là, on en est dans les prémices, mais il y a déjà des études qui sont assez avancées. Donc on est en train de voir comment est-ce que le besoin et la définition du trafic va coller avec ce qui est déjà dans les cartons et prédéfini en termes de dimensionnement de tunnels, etc. Donc c'est très très intéressant. Merci. Et nous accueillons également ce soir, nous accueillons Patrick Violet. Vous êtes le responsable du département intégration système chez Egis. Egis, c'est 16 000 collaborateurs dans le monde qui aident donc les acteurs publics et privés à développer leurs infrastructures, mais pas seulement des infrastructures de transport. La partie rail du groupe compte 1350 collaborateurs, dont la moitié en France. Et historiquement, Egis, c'est au départ la CEMALI, la société d'études du métro de l'agglomération lyonnaise. Et c'est donc vous qui avez effectué l'ingénierie de Magali, le tout premier métro automatique à grand gabarit en 1992 pour la ligne D de Lyon. Voilà qui doit vous conférer une compétence forte dans le domaine du métro automatique. Tout à fait, merci Philippe. En effet, Egis, c'est le rassemblement de compétences très larges pour l'ensemble des infrastructures nécessaires à la vie de notre société. Alors si je suis là ce soir, c'est pour parler principalement de métro et de métro automatique, mais c'est vrai que construire tous ces grands projets, ça nécessite multitude de compétences pour lesquelles nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de compétences pointues de l'ensemble de nos collègues des autres business units, puisqu'on a lâché le mot tout à l'heure, donc que ce soit dans les tunnels, dans les ponts, où on est en capacité de venir chercher des compétences dans tous les domaines. Ça, c'est très important dans le fonctionnement de nos projets. Donc, Egis Rail, en effet, c'est à l'origine la CEMALI. Certains dans cette salle l'ont probablement connu. Et à la fois sur ces premiers projets, puisque nous avons ouvert le métro de Lyon en 78, ça commence à faire quelques années. Et nous avons, suite à ça, continué à progresser et continuons de progresser en permanence pour suivre les innovations technologiques, les tirer. Et c'est pour ça que nous sommes en effet très fiers d'avoir participé et tiré ce projet de mise en service de Magali, premier métro à grand gabarit dans le monde. Une première, puisque même si on ne peut pas l'appeler un CBTC à proprement parler, puisque le mode de communication n'est pas radio, il porte en lui-même, avec nos collègues de Siemens à côté qui ont travaillé sur ce projet, il porte les prémices de ce qui est devenu la norme aujourd'hui, le CBTC. Et donc aujourd'hui, Egis Rail, j'ai entendu parler de beaucoup de projets par mes collègues, confrères à côté de moi. Et nous sommes fiers de participer à presque tous les projets cités, donc sur Lyon, historiquement, sur cette resignalisation, passer de GOA2 en GOA4 sur la ligne B. Le projet de Lille, où en effet... c'est un des premiers, puisqu'il y a quand même quelques autres expériences dans le monde, de remplacer un GOA4 par un GOA4. Mais là, c'est vraiment en plus accompagner le développement d'un nouveau produit en rupture technologique, donc avec une complexité particulière, avec ses difficultés, ses risques, ses aléas. Mais c'est tout le boulot de l'ingénierie. C'est vraiment...
d'accompagner les projets dans les bons moments, dans les plus mauvais moments. On a signé pour ça. Mais c'est très challengeant pour toutes nos équipes et c'est ce qui nous fait progresser et qui nous permet demain d'aller emmener cette compétence, cette histoire sur tous les nouveaux projets. Emmanuel Sologny, sur la ligne 14, entre 2015 et 2024, vous allez multiplier par 3 la longueur de la ligne, par 2 le nombre de voyageurs, pour atteindre le 1 million de voyageurs par jour, c'est-à-dire en fait l'équivalent de la ligne B du RER. Comment, en 10 ans, techniquement, la RATP parvient à un tel exploit ? Alors c'est intéressant en tout cas de se reposer quelques secondes sur les chiffres que vous venez de donner, pour que tout le monde s'en rende bien compte, même si je pense que vous avez en tête les schémas du futur réseau de transport du Grand Paris Express dans les années qui viennent. Mais quand on repense à la ligne 14 il y a quelques années, entre Olympiade et Saint-Lazare, ou même quelques années avant, où on n'allait même pas jusqu'à Olympiade et on allait entre Bibliothèque et Madeleine, imaginez la ligne 14 jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord et jusqu'à Orly au sud, c'est un changement complet de dimension. C'est une nouvelle ère pour la ligne 14. Ce ne sera plus la petite ligne de métro qui faisait de la connexion entre les autres lignes dans Paris et qui permettait de traverser Paris en 10 minutes. Ça va devenir un tout autre système de transport. Et effectivement, c'est un vrai défi pour les équipes de la RATP. C'est un défi où on a la chance, en tant qu'entreprise intégrée, d'être présente à la fois sur la partie projet, l'ingénierie, on est présent sur l'exploitation, pendant le projet et puis après, et puis on est présent également avec nos équipes de maintenance. Donc on a une vision d'ensemble de ce que c'est que de moderniser une ligne avec cette ampleur-là en 10 ans. Et donc il y a effectivement plein de défis différents. Et si j'essaye de voir dans les différents corps de métier de l'entreprise, il y a les travaux d'extension. Alors ça paraît un peu banal aujourd'hui. Il y a des tunneliers partout en Ile-de-France. En fait, prenez votre voiture, il y a des travaux partout avec le Grand Paris Express. Mine de rien, sur la 14, pour prolonger au nord et au sud, c'est quand même 5 tunneliers entre 2016 et 2021. C'est 15 km de tunnels qui sont creusés, donc mine de rien, c'est pas anodin. C'est des stations qui sont à 30 mètres de profondeur, dans des sols qui ne sont pas toujours très cléments. On en a fait l'expérience à Porte de Clichy en 2016. Une fois qu'on a fait ça, il faut déployer les systèmes, il faut tester les systèmes d'exploitation, les systèmes dans les espaces, obtenir des autorisations pour mettre en service. Donc rien que ça, c'est un vrai challenge sur l'ensemble des projets de la 14. C'est 300 lots de travaux qui travaillent entre grosso modo 2014 jusqu'en 2024 ou 2025, 300 lots de travaux, des centaines de personnes en maîtrise d'ouvrage et en maîtrise d'œuvre, et tout ça sous le pilotage du groupe RATP. Donc on est fiers en tout cas de pouvoir relever ce défi technique des extensions, et ce malgré la crise Covid. On a tenu les engagements de 2020. Alors ce n'étaient pas les tout premiers engagements sur le prolongement à Mairie de Saint-Ouen, mais en tout cas les engagements de 2020 pour la mise en service, on les a tenus. Alors ça, c'est vraiment l'aspect purement technique des extensions. Après, forcément, on a une interface avec la zone exploitée. Il y a un défi qui est assez important, c'est qu'il faut bien se rendre compte que l'accroissement du nombre de voyageurs a nécessité qu'on revoie notre plan en termes de matériel roulant. Donc en fait, on modernise également le matériel roulant. On achète des nouveaux trains qui sont plus capacitaires, des trains qu'on appelle MP14, et qui sont fournis par Alstom, qui sont en train d'être mis en service. Donc je pense que pour les ferrovipates de la salle, vous les avez vus circuler. Donc c'est des trains qui font 120 mètres de long, c'est le plus long métro de France, et on l'exploite, on est capable de l'exploiter à 85 secondes aujourd'hui avec notre système CBTC qui est déployé sur la ligne 14. Donc ça s'accompagne de la modernisation des trains, et on en profite dans cette modernisation des trains pour avoir un grand plan de transformation du matériel pneu sur le métro parisien, puisqu'en fait, les trains MP14, quand ils sont mis en service sur la ligne 14, ils envoient nos anciens trains 6 voitures sur la ligne 4 pour son automatisation. Et les trains de la ligne 4, qui sont des trains MP89 avec cabine de conduite, sont transférés sur la ligne 6 pour qu'on puisse envoyer les trains de la ligne 6, j'allais dire à la benne, c'est pas très poli, mais en tout cas, voilà, c'est des trains qui ont 60 ans, donc il est temps de les changer. Donc renouvellement du matériel roulant, mais également en 10 ans, on renouvelle tous les systèmes d'exploitation. Donc la ligne 14, c'est les années 90. Donc c'était la première ligne du métro parisien qui était 100% automatisée, avec des systèmes de supervision, des espaces, des moyens audiovisuels, le système de pilotage automatique. Donc tous nos systèmes, quand on a commencé le projet de modernisation de la 14 au début des années 2010, on s'est dit qu'en 2024, nos systèmes allaient avoir 25 ans.
Sur des systèmes automatiques, 25 ans, enfin informatiques, pardon, 25 ans, c'est un peu âgé. Donc on a fait le choix de tout renouveler. Donc en fait, on a une stratégie qui a commencé en 2015 jusqu'en 2024. Et pour vous faire ça très simplement, avant la mise en service de Mairie de Saint-Ouen, on a renouvelé tous les systèmes, sauf le pilotage automatique des trains. Donc le PCC, on a complètement changé et rénové le PCC de la 14 en 2016. On a modernisé, on a changé le système de supervision des espaces. Tout ce qui concerne les moyens audiovisuels qui permettent de dialoguer avec nos voyageurs. Donc voilà, un grand changement sur l'ensemble de la ligne. Ensuite, on met en service les trains MP14, c'est ce qu'on est en train de faire après le prolongement à Mairie de Saint-Ouen. Et puis avant d'aller à Orly, gros chantier avec nos collègues de Siemens, on modernise le CBTC, donc on remplace le CBTC historique de Météor, qui était d'ailleurs de chez Siemens aussi, donc produit GOA4 par un autre produit GOA4, donc c'est une première d'avoir une migration de cette ampleur-là. Donc d'ici à 2024, avant la mise en service d'Orly, on aura renouvelé également le système de pilotage automatique, ce qui fait qu'en 2024, quand on ouvre pour Orly, on a une ligne 14 qui est toute neuve avec tous ces systèmes et tous ces équipements qui ont été complètement remplacés. Et puis peut-être encore deux petits mots si j'ai le temps. On a un défi du quotidien pour gérer les interfaces évidemment entre le chantier, les travaux et la ligne exploitée. Parce que mine de rien, quand on change tous ces équipements, c'est 1000 chantiers par an qui ont lieu la nuit sur la ligne 14. Donc vous savez, l'interruption de service, elle est très courte, entre 1h30 et 4h30 le matin. Donc c'est un vrai défi toutes les nuits de faire ces travaux. C'est un vrai défi le matin de relancer l'exploitation tout en maintenant la qualité de service pour nos clients. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on a une vraie organisation interne qui nous permet d'être hyper réactifs, très robustes pour gérer ces travaux toutes les nuits, parce qu'en métro automatique, ça ne pardonne pas. Si vous avez le moindre petit grain de sable le matin à prise de service, vous n'avez pas le conducteur qui peut s'affranchir d'un certain nombre de règles via des modes dégradés pour lesquels il est formé. Là, en métro automatique, vous ne relancez pas l'exploitation s'il y a le moindre problème sur vos travaux de nuit. Donc on a un vrai enjeu là-dessus, un vrai défi du quotidien. Et puis, pour finir, pour préparer Orly, donc 2 fois plus de voyageurs, 1 million par jour, une ligne qui est gigantesque, il faut aussi préparer l'exploitation future. Et donc ça, c'est vraiment côté exploit, les équipes d'exploitation qui, depuis plusieurs années, ont lancé un grand plan de transformation. Et on se re-questionne sur nos pratiques de l'exploitation, sur notre organisation. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir le niveau de qualité de service quand on passe d'une ligne qui fait 9 km à une ligne qui va en faire 21? Comment on maintient la qualité de service quand on exploitait historiquement 21 trains en heure de pointe sur la 14 et on en exploitera 60 à horizon Orly. Plus de trains, plus d'équipements, plus de pannes. Donc il y a un grand plan de transformation qui est piloté par les équipes d'exploitation qui intègre tous les départements de l'entreprise. Et donc on travaille sur tout un tas de sujets comme la gestion des flux, la compétence technique de nos personnels, l'état de nos installations sur le tronçon historique, parce qu'on se dit c'est bien de prolonger, c'est bien d'avoir une infrastructure neuve, mais il ne faut pas que notre tronçon historique soit aussi un frein dans la modernisation de nos installations. Donc voilà, pour résumer, c'est un grand chantier, c'est un grand défi sur 15 ans, et toutes les équipes sont là pour le relever au quotidien. Vous évoquiez à l'instant le CBTC fourni par Siemens, comme celui de la génération précédente, qui avait également été fourni par Siemens. Édouard Dumas, quelles sont pour vous les spécificités de cette opération Ligne 14 ? Déjà, la migration d'une génération d'automatisme vers une autre est en elle-même, bien sûr, une grande nouveauté, mais on imagine sans doute que vous devez réutiliser donc, la base des invariants, autrement dit tous les paramètres descriptifs de la ligne, et vous assurez bien sûr que ces données seront exhaustives et non corrompues. Et surtout, ces travaux doivent s'effectuer absolument sans aucune interruption significative du trafic. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Alors je sens qu'il y a une petite compétition pour savoir entre la RATP et Lille pour savoir laquelle des deux lignes sera mise en service en premier. Dans les deux cas, effectivement, c'est un défi majeur puisqu'on passe d'un métro sans conducteur GOA4 donc à un autre système GOA4 lui aussi. Et donc nous on travaille sur la ligne 14. Alors la ligne 14, c'est quoi effectivement? Comme le dit la Société du Grand Paris, c'est la colonne vertébrale du réseau du Grand Paris. Donc c'est vraiment
je te comprends quand tu dis que c'est un défi majeur. On passera pratiquement plus d'un million de passagers par jour, c'est ça ? Ce sera sûrement à ce moment-là la ligne la plus dense d'Europe. Et donc effectivement, nous, Siemens, il faut pas qu'on se rate. Hein. On parle aujourd'hui on parle toujours de date 2023-2024, avec toujours les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire. Donc pour nous, c'est un défi majeur. Alors l'un des gros challenges, l'un des gros défis, ce sera arriver à réaliser une migration de notre ancien système Météor vers le nouveau système CBTC de Siemens. Ce sera une grande première pour nous et on espère que ce qu'on a pu réaliser avec ce système-là sur la ligne 1 et puis qu'on est en train de réaliser sur la ligne 4, on espère qu'on arrivera à le réaliser également en réalisant la migration correctement. Alors la spécificité de cette migration pour nous, ce sera le concept de Big Bang en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il faudra être capable, la veille au soir, la veille du week-end, de travailler, de faire circuler les trains avec le système Météor actuel. Et puis le lundi matin, sans conducteur, il faudra que tout se remette en marche avec les nouveaux trains équipés des nouveaux systèmes et tout ça sur un week-end ou sur quelques jours. Donc un des plus grands défis pour nous, bien évidemment, ce sera de réaliser la campagne de test sans interrompre l'exploitation. Donc qui dit test dit une exhaustivité, on va accroître les tests en usine, sachant que sur site, les nuits sont courtes et qu'on est assez contraint par l'environnement avec le fait que, comme je disais, le lendemain matin, dans la plupart des cas, il faut relancer l'exploitation avec le métro actuel. Un petit mot aussi, ce que vous disiez sur la base des invariants et les systèmes déployés actuellement. Il était prévu dans l'appel d'offres qu'il fallait récupérer l'ensemble des paramètres de la ligne pour éviter d'avoir à tout refaire et à tout récupérer. C'est une bonne idée, mais alors après, comme vous le disiez, il faut à ce moment-là s'assurer s'assurer de l'exhaustivité de l'ensemble de ces paramètres, s'assurer que ces paramètres, la base de données n'est pas corrompue. On rentre à ce moment-là dans des problématiques un petit peu plus de sécurité. Il ne faudrait pas que certaines données non utilisées parce que déclarées comme inutiles avec le système Météor, lorsqu'on les bascule sur notre nouveau système, se retrouvent à être utilisées et que, comme par hasard, comme par malheur plutôt, ces paramètres soient erronés et causent un problème de sécurité. Donc c'est un véritable enjeu pour nous d'arriver à s'assurer que l'ensemble des informations, des entrants qu'on récupère aujourd'hui de la ligne exploitée sont utilisables pour pouvoir atteindre cette mise en service en 2023-2024, avant ou après Lille. On va s'attarder encore un instant sur cette problématique nouvelle de la migration d'une génération d'automatisme vers une autre. Alors oui, effectivement, pour le Val de Lille, la mise en service, sauf erreur, ça commence dès 2023. Et Lille, Patrick Violet, Lille figure dans le portefeuille justement d'Egis. Et diriez-vous que cette migration donc, entre générations successives est plus compliquée à gérer que l'automatisation d'une ligne en conduite manuelle? Alors, chaque type de migration, obligatoirement, chaque type de projet a ses propres enjeux, ses propres particularités. L'enjeu auquel on fait face à Lille est évidemment similaire à celui de la ligne 14, puisque on est obligé également de faire un Big Bang. Le système VAL n'acceptera pas le nouveau système n'acceptera pas des trains équipés de système VAL, ils ne savent pas communiquer entre eux. Donc ça, c'est un enjeu majeur et donc c'est un risque supplémentaire par rapport à une migration où nous aurions, par exemple, classiquement, des circuits de voies, la capacité pour chacun des deux systèmes de connaître l'occupation des voies sur l'ensemble de la ligne, quels que soient les trains.
Donc, on n'a pas le droit de se tromper, puisque le jour où on bascule, il faut que ça marche, parce que le retour arrière, il va prendre du temps, il va être compliqué. Donc, l'enjeu, c'est en effet la démonstration du bon fonctionnement du système. Et cet enjeu, il se double également d'un enjeu de définition de l'ensemble du système de transport, des spécifications. On a un système qui est assez ancien, on va dire, qui a 10 ans de plus que la ligne 14. Et lorsqu'on fait les spécifications, lorsqu'on dit comment on veut que le système marche, là, on rentre dans l'ingénierie système, c'est-à-dire, en fait, la première étape de l'ingénierie système, si on suit la norme ISO, c'est bien de dire quels sont les acteurs et, en fait, quel est le besoin de chacun des acteurs. Et l'identification de chacun des besoins, de l'exploitant, du maître d'ouvrage, des passagers, des mainteneurs. Il faut arriver à l'identifier correctement et avoir dans ce qui va être exprimé ce qui est un besoin de fonctionnement et ce qui sont également des habitudes qui ont été prises au fil des années parce que, obligatoirement, les processus, les équipes, l'organisation s'adaptent au système que l'on exploite ou que l'on maintient. Donc ce travail de rétro-engineering, quelque part, pour revenir à un système de spécification qui va nous permettre ensuite de lancer les appels d'offres constructeurs et puis d'accompagner les constructeurs dans le développement de leurs produits et des tests. Il est complexe et il demande beaucoup d'attention. Et puis derrière, c'est en effet les tests et s'assurer qu'on a une bonne exploitabilité. Donc oui, c'est complexe, c'est toujours complexe. Tout le monde connaît l'état du projet et les délais du projet. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et je remercie Keolis à côté de moi qui nous a accompagnés dans ce projet également. Après, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un projet de rupture technologique, donc avec ses risques. Et on a connu d'autres projets. Le VAL, à l'époque, ne s'était pas fait non plus en un jour. Donc voilà, on est amené à conduire ce projet, mais c'est, voilà, comme je disais en introduction, très intéressant pour nos équipes. Christophe Sanguina, vous souhaitez ajouter un mot par rapport à ce thème ? Non, si ce n'est le point sur la collaboration. Je pense qu'elle est primordiale. Je pense que d'avoir le point de vue des ingénieries, des autorités organisatrices, de l'opérateur, des mainteneurs est vraiment important pour le succès. Il y a des choix à faire, hein. Il y a beaucoup d'arbitrages à faire techniques qui ont des impacts financiers et c'est bien d'avoir tout le monde autour de la table pour réfléchir à la meilleure des solutions et puis donner une information, on va dire, avec tous les points de vue auprès de ceux qui payent et des autorités organisatrices. Ouais, tout à fait. Pierre Cherki, je me retourne vers vous. Chez Systra, vous intervenez aussi à Lyon sur l'automatisation de la ligne B et sur la migration de la ligne D. Vous intervenez aussi à Rennes sur la nouvelle ligne B où vous supervisez les essais. Quel est votre regard sur ces questions et quelles méthodes développez-vous pour pouvoir mieux accompagner vos clients dans le monde ? Un problème de micro. Je recommence, ça va mieux. Donc en ce qui concerne, oui, le projet de Lyon, donc un projet d'envergure également, avec une migration de la ligne B du métro Lyon de GOA 2, donc avec conducteur, à un GOA 4. Systra, dans le groupement Méliès, est en charge de l'intégration du matériel roulant, des relations avec le STPG, donc d'autorisation mise en service et de dossiers de sécurité, et également le rôle d'OPC. Dans ce cadre, on a aussi défini la stratégie en fait de migration, une stratégie Big Bang. Et Systra sera également impliqué sur la migration GOA 4 de la ligne D de Magali, dont on a déjà parlé. Alors, pour faire ça, Patrick l'a évoqué, il faut beaucoup de méthodologie,
On a depuis plusieurs années développé une méthode alors qu'on a qualifiée de TOP, parce que c'est assez joli, qui veut dire Target Origin Path, et qui en fait structure la façon dont on va procéder en identifiant les objectifs de la migration, en identifiant l'origine, donc c'est le système actuel, et les chemins pour y aller. Et tout ça jalonné essentiellement par les différentes mises en service, puisque ça va être les éléments structurants dans la relation avec les constructeurs et avec l'exploitant. Donc cette méthodologie qui avait été à l'époque développée dans des cadres plutôt sud-américains, à Mexico, à Santiago si je ne m'abuse, aujourd'hui est appliquée, on la rôde et on la développe, on la propose un petit peu partout dans le monde. Donc c'est effectivement un point clé pour bien maîtriser les divers éléments de la migration d'une ligne. Alors, en ce qui concerne, excusez-moi, il y avait une autre partie à votre question ou... J'ai oublié. Vous avez tout à fait répondu. D'accord. Voilà. Hormis ça, bon, on est impliqué dans d'autres projets de migration aujourd'hui, type Neoma à Marseille, avec à la fois le remplacement des rames et le remplacement du système de signalisation, y compris enfin de différentes évolutions au niveau des centres de maintenance, etc. et d'extension. En l'occurrence, on a un rôle là qui est pas côté client, enfin autorité organisatrice de transport, mais côté industriel. Donc là, on soutient l'industriel dans sa démarche avec à nouveau des méthodes très structurées. Et tout à l'heure, on a évoqué le sujet sans vraiment en parler, mais la gestion des exigences, la bonne définition de la bonne spécification du système et la capacité de allouer à chacun des intervenants du système le bon niveau d'exigence, puisque quand on a une exigence transverse, elle va se décliner sur des automatismes, du train, du centre de contrôle, qui ont chacun leur part de développement et leur part de mise en œuvre, avec des interfaces qu'il faut définir le plus précisément possible. Donc ça, c'est un élément clé, je pense, aussi dans ces migrations, le fait d'avoir des procédures très structurées, donc gestion d'exigence, gestion de la configuration, et puis tout ce qui est ingénierie système, on en a parlé, tout ce qui est lié à la bonne gestion de l'ensemble des éléments de détail. Christophe Sanguina, je me retourne vers vous. Là, vous exploitez donc les lignes B et D de Lyon et l'automatisation de la ligne B, autrement dit son passage de Go à 2 à Go à 4, il doit être opérationnel en service commercial dès l'an prochain. Les essais sont actuellement en cours. Et pouvez-vous nous raconter un peu comment a été menée cette opération, cette automatisation ? Oui, en guise de témoignage, c'est toujours intéressant. En effet, ça a été un énorme challenge technique d'abord. C'est clair que, vous imaginez, on a parlé, on l'oublie un peu vite, mais tous les travaux en tunnel, extension de dépôt, faire arriver une nouvelle flotte sur une ligne, c'est quelque chose de pas du tout anodin. Il y avait une petite spécificité lyonnaise en plus, qui est le fait qu'il n'y ait pas de porte-palière. Et il n'y en aura pas non plus à l'avenir, donc qui rajoute un peu de technicité dans tout ça. Un système qui fonctionne bien à Lyon depuis des années de toute façon, sur la ligne D et sur la ligne B. Donc pour gérer tous ces difficultés techniques, ce qui a été remarquablement fait par tous les acteurs, ça a été de réussir à pas trop impacter opérationnellement la ligne et les passagers,
Ils ont mis en place des systèmes de nuit longue où ils ont fait le choix de couper le service certains soirs à partir de 21h30 et de réussir à remettre en service à chaque fois tous les matins la ligne sans aucun souci. Donc le travail était bien effectué, en bonne coopération avec tout le monde. Ça, c'était vraiment très intéressant. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui a été clé, qui est la formation. La formation et l'accompagnement de tous les agents de ligne, les agents de conduite, de station. Il y a aussi une spécificité sur cette ligne B où il va y avoir un transit et un retour au dépôt avec conducteur. Donc c'était pas simple à gérer. Faut imaginer que c'est sur même des régulateurs ou des chefs de car, c'est 7 semaines de formation pour prendre en main un nouveau système et bien le maîtriser. Donc c'est loin d'être anodin quand vous devez faire ça sur toutes vos équipes. Donc ça a été vraiment quelque chose, je pense qu'on a beaucoup appris tous sur cette évolution. Je pense que c'est un très bon REX, un très bon retour d'expérience, ou ça sera un très bon retour d'expérience pour toutes les lignes de métro qui voudraient faire ce type d'évolution. Donc bien sûr, on essaiera de le partager dès qu'il sera avéré et que l'essai sera transformé. Mais voilà, je pense que ça va déjà libérer un peu les ambitions probablement de pas mal de réseaux pour essayer de franchir le pas et de faire ce type d'évolution. Donc voilà, on sera là pour partager nos expériences en tout cas. Merci. Je vous propose maintenant qu'on en vienne au cœur des métros automatiques, à savoir leur système de contrôle-commande. Et on va commencer par leur architecture. Frédéric Bernaudin, en Europe, la tendance est plutôt au système centralisé. En Asie du Sud-Est, plutôt au système distribué. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux formules ? Ce qu'on voit à travers le monde, c'est qu'il y a eu différents modes de pensée à l'origine, différentes écoles qui ont amené des choix. Système centralisé, c'est assez pratique pour faire les migrations, les basculements de nuit et autres. Système décentralisé, finalement, quand on va déployer notre ligne étape par étape, bien, on maîtrise humainement et d'un point de vue complexité, c'est moins difficile à appréhender. Et donc, on retrouvait au départ des écoles de pensée un peu différentes. Aujourd'hui, on voit une convergence vers les systèmes centralisés. Maintenant, sur les architectures elles-mêmes, ce qu'on s'aperçoit également, c'est que les solutions qu'on déploie dans les mondes CBTC ou urbains sont quelque part assez proches des systèmes ferroviaires dits plus traditionnels, où on va retrouver les mêmes genres de plateformes matérielles. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a deux mondes qui cohabitent où il y a une très forte porosité en fin de compte. Et les innovations, les essais qui vont être poussés dans un secteur vont naturellement bénéficier à l'autre secteur. Donc aujourd'hui, au niveau CBTC, on a les systèmes embarqués, les systèmes de conduite ATP, ATO embarqués. On retrouve les mêmes types d'architecture dans le monde ferroviaire. Au niveau sol, au niveau enclenchement et puis dialogue avec le mobile, on retrouve un peu la même structure. Et quand on tire un peu le fil un peu plus loin, tout à l'heure on parlait de migration Big Bang et en Chine par exemple, on a fait des migrations peut-être un peu plus douces. Alors c'était pas GEOA 4, c'était GEOA 2, notamment à Wenzhou en Chine, où on a utilisé une approche RTMS pour faire un basculement en métro automatique. Et dans ce cadre-là, bien, on a fait des couvertures radio complètes en gare et des communications par balises intermittentes entre les gares, ce qui nous a permis de planifier l'investissement et de déployer le système peut-être de manière plus douce et plus maîtrisable pour le client. Parce qu'un projet automatique, il y a un fournisseur, mais il y a un opérateur, il y a un client, et chacun a son niveau de perspective. Et il faut qu'on puisse s'entendre et livrer quelque chose qui fait sens pour le client. Et ça, c'est un point qui est très important à prendre. Donc, quand on revient sur la notion de porosité ferroviaire urbain, eh bien, on voit des choses qui apparaissent. Par exemple, la conduite, la téléconduite. Que faire quand on va devoir chercher une rame en détresse? Donc, on a des automatismes et autres. Et aujourd'hui, on voit des essais de téléconduite dans le monde de métro où on va, avec un pupitre de commande à distance, commander le train pour le rapprocher du train en détresse. Ces approches, on les voit également dans le monde ferroviaire avec la téléconduite, avec des pupitres. Donc là, il y a des réflexions qui vont être assez proches, assez similaires.
quand on va rapprocher le train, finalement, on a besoin aussi de comprendre ce qu'il y a autour, les systèmes de perception. Et on voit des modes communs qui arrivent à ce niveau-là. Et cet échange est très fructueux. Donc on a la chance, entre autres les industriels et puis la SNCF au niveau urbain, d'être présents dans ces deux mondes et de pouvoir échanger et tirer parti de ces phénomènes-là. Il y a un autre point qui ouvre des perspectives très intéressantes pour les automatismes de conduite et puis le GOA4, c'est une approche de standard liée aux normes dites GS1. C'est un principe d'identifier chaque composant, chaque élément d'un système de manière unique et ne plus avoir d'identifiant de gestion des pièces détachées et autres par entreprise. On a une gestion globale. Donc, c'est un peu comme les étiquettes RFID qu'on trouve chez Decathlon. On passe un portique et on sait tout de suite ce qu'on a acheté. Là, c'est un peu la même chose. Chaque fournisseur a son identifiant fournisseur, l'identifiant de la pièce et le numéro de série de la pièce. Ce qui fait qu'à terme, dans les phases de métro automatique et autres, eh bien, on est capable de remonter ces informations de manière directe. Après, libre à l'opérateur de mettre à disposition ces informations à chaque fournisseur pour avoir une mesure plus juste de ces points-là. Donc, cette porosité est très intéressante et doit continuer à être explorée entre ces deux mondes. Oui, ce que vous nous dites là est effectivement extrêmement intéressant. Pierre Cherki, vous qui maîtrisez donc les deux compétences urbain et ferroviaire, comment vous percevez cette convergence ? Aujourd'hui, vous venez de l'évoquer, et il y a une tendance à effectivement faire converger alors deux systèmes, c'est-à-dire des systèmes plutôt ferroviaires, suburbains, avec des matériels divers et des missions diverses, pour leur faire atteindre une performance qui est une performance plutôt type métro, donc avec des intervalles très courts et des vitesses assez importantes. Des exemples, vous avez cité Wenzhou, effectivement, où on est intervenu également. Il y a Nexteo, sur la région parisienne, avec une partie RATP, une partie SNCF, qui va permettre à des trains d'avoir une performance type CBTC sur une zone centrale. Alors aujourd'hui, ça va se développer d'abord sur le RER-E, et un équipement type RTMS sur les branches. Pour l'instant, ça va être du KVB. Donc les trains vont être équipés, les nouveaux trains, les RER-NG vont être équipés d'un EVC qui va permettre de faire la traduction des deux systèmes et prédisposé pour pouvoir également traiter le RTMS dans une phase ultérieure. Donc là, on touche du doigt effectivement cette convergence. Besoin de gros débits et besoin de gérer des matériels très divers. Typiquement sur Eole, on a des trains donc transiliens, RER. Mais sur les réseaux environnants, on va avoir des trains suburbains, des trains intercités, des trains de fret. Alors, on travaille en ce moment sur le projet à Mumbai, où on est dans une phase de définition, de conception et de démarrage des appels d'offres. Et typiquement, on a alors sur l'équivalent de 200 km de lignes, des lignes double voie, quadruple voie, un mélange de missions qui nécessite justement cette évolution en ayant à l'esprit qu'on veut des performances très importantes sur la zone dense, et puis des performances, ou un coût moindre, disons, sur les branches. Parce que les éléments les leviers, les éléments différenciateurs, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas du CBTC partout. C'est parce que ça coûte cher, c'est compliqué, et puis c'est pas forcément nécessaire sur des branches moins fréquentées.
Par contre, là où sur une zone très dense, les produits ferroviaires ne seraient pas capables de fournir la même performance. Alors, il y a aussi Crossrail, qui est un mélange ETCS et CBTC. Et puis Oslo. Alors, je crois que Siemens vient de gagner un contrat là-bas avec Systra. Oslo, donc il y a imaginez une ligne, enfin une ville avec à peu près 8 lignes avec des branches et qui toutes passent par le même tunnel. Et donc tous ces trains vont devoir s'enchaîner les uns derrière les autres avec une très très grande performance en termes évidemment d'intervalle. Et puis petit problème sur le cadencement va avoir une répercussion sur l'ensemble du réseau. Donc typiquement on est là-dessus. Et pour revenir à Paris, donc on développe en ce moment des solutions de gestion du trafic, donc ATS, métro, TMS dans le monde ferroviaire, de gestion du trafic qui permettent de gérer ces deux aspects-là. Donc ça s'appelle ATS+, sur RER-E et plus tard RER-B et D, où on a aidé le client dans un premier temps à définir les concepts et puis les bases de calcul de ces nouveaux systèmes de gestion de trafic, où là on va effectivement avoir des trains qui viennent de la gare de l'Est, des trains de fret, des trains intercités, enfin tout le mix que je vous décrivais tout à l'heure. Et sur ces projets-là, donc Systra a développé ces nouveaux systèmes qui représentent une algorithmique extrêmement complexe. Ils doivent être à la fois robustes, temps réel, performants, s'adapter et anticiper. Donc on donne, grâce à ces systèmes-là aujourd'hui, à l'opérateur. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui conduisent les trains, il y a un régulateur qui fait un peu ce qu'il peut. Là, on donnera encore plus les moyens à l'opérateur de mieux maîtriser des situations qui dérivent, parce qu'il y a eu un incident, une porte qui a été retenue, un train qui est légèrement en retard. Comment est-ce qu'on va prioriser les sillons entre différents trafics, et tout ça aujourd'hui c'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui que ça se dessine. Et là on a également une convergence au niveau de la gestion du trafic qui est en cours sous nos yeux. Édouard Dumas, vous fournissez justement les CBTC pour la ligne 14, pour les 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, et pour le RER-E avec Nexteo. Vous confirmez bien sûr que ce sont les mêmes produits finalement. Celui-là marche, voilà. Oui, alors effectivement, chez Siemens, on a pris le parti pris de conserver le même produit, d'avoir une vision produit. Alors ces produits, ils ont évolué bien évidemment. On a commencé à New York en 2006 avec ce qu'on peut appeler la version V1, qui a vécu son petit bonhomme de chemin, et puis sont arrivés tous les besoins RATP par-dessus, avec notamment Octis, avec la ligne 1. Et donc, au vu des demandes de notre cher client RATP qui était quand même assez spécifique, on a développé une version V2. Mais on a conservé la version V1 qui aujourd'hui est encore développée et encore déployée, notamment encore en ce moment sur la ligne de Queens Boulevard Line à New York, et puis bientôt Culver, et puis donc d'autres projets comme ça à New York. Donc la version V2 qui a été déployée à la RATP sur la ligne 1, qui est en train d'être mise en service pour la ligne 4. Et puis donc on a décidé d'avoir une vision un petit peu plus produit, avec un produit qu'on pourrait plus adapter. Et donc là on a développé avec un premier projet à New York également, sur un autre opérateur, PASS, le produit V3 qui est maintenant en fait un produit avec une indépendance des sous-systèmes. Donc on a les systèmes à bord qui communiquent avec les systèmes au sol, enfin classiquement pour un CBTC.
et avec une radio au milieu qui n'est plus une radio propriétaire de Siemens, mais qui est une radio Wi-Fi avec un standard donc, international. Et puis, donc, pour ça, ça nous permet... En fait, on s'est aperçu que la radio était quand même était drivée par le monde des télécoms. Et aujourd'hui, le monde des télécoms, avoir des systèmes qui ont des durées de vie de 30 ans, c'est pas dans leur gène. On le voit avec la 5G qui vient d'arriver, la 4G c'était il y a à peine 5 ans pour certains. Donc on a décidé en fait, de couper un petit peu ça en 3 parties, en 3 sous-systèmes, et ça permet d'avoir une indépendance. Et pour nous, déjà pour les essais, de pouvoir réaliser des essais avec un simple cordon à la place de la radio. Alors aujourd'hui c'est le Wi-Fi, et puis demain ce sera la LTE. On parle de plein de technologies qui évoluent effectivement tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et pour ça, ça nous permet de nous adapter. Alors sur le projet Nexteo, puisque tu en parlais Pierre, c'est vrai que c'est un défi technique pour nous. C'est la première fois on rentre dans le monde donc des grandes lignes, et on est surtout dans un domaine ouvert en fait. Donc un domaine ouvert, comme tu le disais, on va se retrouver avec des trains équipés par nos systèmes, mais qui vont croiser probablement, notamment dans le nord de la ligne E vers la base d'essai. On risque de croiser des TGV, on risque de croiser des Transiliens qui, eux, ne seront pas équipés. Ça, il faut pouvoir le gérer. Et donc ça, c'est le système Nexteo qui devra gérer tout ça. On a aussi un grand, là tu en parlais aussi, on a un grand défi pour nous et qui est assez classique sur le réseau ferroviaire, sur le RFN, d'avoir des transitions dynamiques en fait entre les différents systèmes. On n'a pas un seul système, c'est ouvert. Donc quand vous arrivez d'une zone assez lointaine, vous avez un train qui arrive avec un système, que ce soit le KVB, le RTMS ou autre. Et puis bien évidemment, l'opérateur, il ne peut pas se permettre de s'arrêter à une station, à une gare, de couper le système, de changer à la main. Donc il faut que ce soit fait à la volée. C'est assez classique sur les réseaux, sur le réseau français de la SNCF. Quand on rentre sur une ligne à grande vitesse, on change de système, on passe sur la TVM dans le saldo, sans qu'on s'en aperçoive. Et encore heureux qu'on ne s'arrête pas avant de partir à 300 km/h. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous. Et puis, sur ce projet-là, en fait, vous êtes aussi dans qui dit monde ouvert, dit monde avec plein de branches. Et donc, tu en parlais tout à l'heure. Et donc, ça, c'est le petit frère de ce projet Nexteo, c'est le projet ATS+. Et le projet ATS+, c'est finalement, c'est celui qui va permettre que le CBTC, dans le tunnel du milieu, serve à quelque chose. Parce que si vous faites circuler des trains à 100 km/h qui sont très proches, certes parce qu'ils sont contrôlés par un CBTC sans problème, mais si quand vous arrivez des branches, il faut que vous arrêtiez, que vous fassiez la queue pour pouvoir insérer les trains un à un, vous avez tout perdu et donc ça ne sert plus à rien. Donc le projet dont tu parlais tout à l'heure, ATS+, c'est un projet donc toujours SNCF. Alors ça par contre c'est un projet SNCF Réseau qui sera déployé en Ile-de-France par SNCF Réseau donc dans le futur, également sur le RER D. La RATP a prévu, je crois, de faire un autre projet sur son propre ATS+, SAE+, voilà, ça va s'appeler comme ça. Et ça, alors ce sera une autre paire de manches d'arriver à faire cohabiter les deux systèmes sur le RER B et D dans le tunnel du tronçon central. Et ça, effectivement, c'est en fait le petit frère, mais c'est le vrai sujet qui nous occupe aujourd'hui, pour la mise en service du tunnel prévu en 2023, avec SNCF Réseau sur le... D'accord. Alors, on va dépasser un petit peu le cadre purement technique maintenant. Emmanuel Sologny, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vous préparez à accueillir les nouveaux clients de la ligne 14 et quelle expérience client vous comptez leur donner ? Alors, en plus, c'est un sujet qui nous tient à cœur à la RATP. Depuis toujours sur le métro automatique, on a toujours dit qu'en fait, on misait aussi sur l'humain, sur nos équipes, sur nos agents pour accueillir nos clients. Et quand on va aller jusqu'à Orly, l'idée, c'est aussi de réinventer la relation qu'on a avec nos clients. Donc, je vais sortir un petit peu des invariants, des ATS et compagnie, et je vais vous parler service client et qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour accueillir nos voyageurs, parce que, in fine, tout ça, c'est quand même pour nos voyageurs du quotidien. Avec un parti pris côté RATP pour lequel on travaille avec notre autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, c'est que sur le métro automatique, le transport, ça doit être un acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vise l'excellence opérationnelle. Alors ça passe par des systèmes experts
le Météor de Siemens et le futur CBTC de la 14, évidemment. Mais en tout cas, on a des niveaux de performance dans notre contrat avec Île-de-France Mobilité qui doivent être proches de 100% en termes d'indicateurs de perf au quotidien. Donc voilà, c'est important pour nous et on part du principe qu'on doit y arriver et que pour nos clients, c'est un acquis quand ils prennent la ligne 14 ou quand ils prennent la ligne 1 qui est aussi automatique et la future ligne 4, c'est que le niveau d'excellence en transport doit être parfait et derrière, ça nous permet de réinventer la relation avec nos clients. Alors sur Orly, on va avoir des nouveaux clients. C'est-à-dire que la ligne 14, historiquement, on était plutôt, je le disais tout à l'heure, une ligne de transition avec beaucoup de correspondance dans nos stations. Là, on va avoir des voyageurs qui viennent travailler. C'est déjà le cas depuis le prolongement à Mairie de Saint-Ouen. Vous avez des voyageurs du nord de Paris qui viennent dans Paris au quotidien pour travailler, donc des voyageurs pendulaires. Sur Orly, on va avoir des touristes, on va avoir des clients business. Donc on change la typologie de clientèle. Donc voilà, on va essayer de transformer la relation avec nos clients. Alors ça passe évidemment, pour refaire un peu de technique, par tous nos systèmes de moyens audiovisuels qui ont été renouvelés. Et donc aujourd'hui, on professionnalise toute notre activité d'information voyageurs au PCC. Aujourd'hui, quand vous prenez la ligne 14, vous avez de plus en plus d'annonces qui sont faites dans les navettes, puisqu'on ne parle pas de train, mais on parle de navettes. On essaye de faire de l'info voyageur positive. Quand on est en cas d'incident, on ne fait plus des messages, ou en tout cas on essaye de ne plus faire des messages généraux sur l'ensemble de la ligne à tous les trains. On spécialise train par train. Le voyageur doit avoir, dans le contexte où il est à l'instant T, une information précise. Donc c'est vraiment tout ce travail sur l'information voyageur. On profite aussi de nos nouveaux trains MP14, donc les nouveaux matériels qui sont mis en service, avec des écrans dynamiques à l'intérieur des trains. On va avoir des paliers qui vont arriver logiciels dans les prochains mois, avec de l'info, là aussi, qui va être circonstancielle. C'est-à-dire que quand vous prendrez la ligne 14 et que vous arriverez à Châtelet et qu'il y a un incident sur la ligne 7, et bien sur les écrans, vous allez avoir l'information qu'il y a un incident sur la ligne 7. Voilà, vous n'aurez plus besoin de descendre du train pour avoir l'info dans nos espaces, vous l'aurez directement dans le train. L'idée, c'est aussi de rendre nos voyageurs acteurs de leur parcours. Alors ça veut dire quoi, acteurs de son parcours ? Aujourd'hui, à Gare de Lyon, on expérimente un système de mesure de la densité des voyageurs sur le quai. Alors pourquoi on fait ça ? Historiquement, Gare de Lyon, c'est une station qui est un peu complexe pour nous, parce que c'est un quai central, on a beaucoup de croisements de flux. Les voyageurs arrivent par les deux extrémités du quai, et ressortent aussi par les deux extrémités du quai, et donc c'est un point noir pour maintenir nos temps de stationnement, notamment durant l'heure de pointe. Et quand on va aller à Orly, Gare de Lyon, ce sera 40 000 personnes à l'heure de pointe. Donc un vrai défi, un train toutes les 85 secondes, voire même toutes les 80 secondes potentiellement, si le système le permet, et dans les années futures. Donc l'idée, c'est comment on traite ce point noir. Donc actuellement, on fait une expérimentation où on a des caméras qui mesurent la densité de voyageurs sur le quai et on donne l'information aux voyageurs en amont. Donc avant qu'ils rentrent sur le quai, on a des écrans qui lui indiquent la densité de personnes sur le quai. L'idée étant de l'aider à mieux se répartir sur le quai, pas rester aux extrémités quand il descend des escaliers, mais se répartir sur l'ensemble du quai, ou dans le pire des cas, qui prennent une correspondance, parce que l'écran va lui dire « le quai est saturé, ne venez pas prendre la ligne 14 sur la gare de Lyon ». Ça me fait mal de le dire, mais malheureusement, on peut arriver aussi à cette extrémité-là. Donc voilà, on rend le voyageur acteur de son parcours. Et puis après, on a tout un travail, évidemment, avec nos personnels, en visibilité. Quels sont les nouveaux services qu'on peut proposer ? Quand on va à Orly, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une nouvelle clientèle. Donc on travaille sur l'aspect linguistique, donc là aussi, avec des différents systèmes de tablettes, de traduction automatique des messages. En ce moment, sur la 1 et sur la 14, vous avez, en cas d'incident, le message qui est fait par notre opérateur au PCC, il est traduit par un système d'intelligence artificielle en anglais et en allemand. Donc ça, c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, quand on avait une perturbation sur notre réseau, l'annonce, elle était qu'en français. Donc là, elle sera en anglais et en allemand. Donc voilà, on travaille aussi ces sujets-là. Et puis après, des choses un peu plus rigolotes, par rapport à ce qu'on pouvait dire sur les invariants tout à l'heure, j'y reviens, mais on loue des parapluies, par exemple, sur la ligne 14. Donc quand il pleut, vous pouvez aller louer un parapluie contre 5 €. Et si vous ramenez le parapluie, on vous rend votre caution de 5 € si vous n'avez pas tout cassé sur notre parapluie. Et en plus, c'est un beau parapluie bleu avec plein de logos RATP. Donc voilà, il est très sympa. Non, mais c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect technique du métro automatique, notre volonté sur le groupe RATP, c'est vraiment que la relation de service avec nos clients voyageurs soit réellement un facteur différenciant dans ce qu'on peut proposer. Et on profite en tout cas des prolongements de la 14 pour faire ça.
Et est-ce que vous considérez qu'il peut exister pour l'opérateur un vrai risque de ne plus pouvoir assurer la même qualité de service, à la fois par rapport à la phase donc, de transformation de la ligne, mais aussi pour l'exploitation future, dans la mesure où l'on multiplie par 2 finalement le nombre de voyageurs transportés par jour? Alors il y a 2 sujets différents. Il y a le quotidien des travaux. Donc ça, c'est ce qu'on vit depuis 2015. Donc là, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est un travail du quotidien. Quand on fait 1000 chantiers par nuit sur la 14, c'est tout un boulot de tous les matins et de tous les soirs avec les équipes projet, les équipes de maintenance, les équipes d'exploitation. Comment on gère les risques en fait pour que l'exploitation reprenne le matin. Alors, il peut y avoir des choses très concrètes. C'est par exemple quand on fait des tests sur le système de pilotage automatique et qu'on change des versions logicielles, on travaille avec Siemens pour être capable de revenir en arrière facilement, pour avoir des stocks d'équipements électroniques, parce que quand on charge des cartes électroniques avec des nouvelles versions logicielles, par moment on a des composants qui claquent. Donc on a des stocks de cartes électroniques et donc à 4 heures du matin, vous avez les équipes qui courent dans tous les sens pour changer les cartes électroniques si ça a claqué, pour être sûr de reprendre le service à l'heure. Donc voilà, il y a toute une gouvernance qui est mise en place avec les équipes. On traite les phases transitoires aussi. En 2016, on a renouvelé le PCC. Donc pendant 8 mois, on a transféré les équipes de l'exploitant dans un PCC qui faisait à peu près 4 fois moins en termes de surface, qui était 4 fois moins grand que le PCC historique. Donc voilà, c'est un petit PCC qu'on avait conçu avec les équipes d'exploitation. Et donc ça s'est super bien passé. Enfin, je pense que personne n'a vu l'impact sur la qualité de service de la 14 en 2016. On a géré l'Euro 2016 depuis un petit PCC qui faisait 80 mètres carrés au lieu d'avoir une salle qui en fait 300 ou 400 en temps normal. Donc ça aussi, c'est tout le travail qu'on fait en amont via nos équipes projet et exploitation. Et puis après, si on se projette, effectivement, Orly, alors effectivement, c'est une vraie interrogation pour nous et c'est une vraie prise de conscience depuis plusieurs années. Donc, il y a le travail avec les équipes techniques, donc avec Siemens, avec nos équipes de maîtrise d'œuvre interne et nos équipes de maîtrise d'ouvrage pour préparer en tout cas l'exploitation future et avoir un système qui est robuste. On a travaillé sur les modes de défaillance du système de manière assez profonde, puisque pour faire simple, quand vous multipliez par 2 la longueur de la ligne et que vous multipliez par 3 le nombre de trains, vous avez toutes les chances de multiplier par 2 et par 3 le nombre d'incidents, parce que vous avez plus d'équipements. C'est mathématique et malheureusement, c'est comme ça. Donc on a vraiment travaillé sur les modes de défaillance pour essayer de sécuriser des trucs tout bêtes, mais par exemple sur les alimentations électriques de nos systèmes SAET. Voilà, donc tout est doublement, même quadruplement redondé maintenant sur nos alimentations électriques. Donc on a fait tout un travail d'analyse des modes de défaillance pour essayer de gagner en robustesse. Et puis après, pour finir, il y a tous les chantiers internes à l'exploitation sur comment on se prépare. Donc, on se prépare avec ce que je disais tout à l'heure sur des expérimentations à Gare de Lyon pour essayer de mieux gérer les flux. On se prépare en montant en compétence notre personnel, notamment notre personnel qui est en station. Aujourd'hui, quand on a un incident sur une porte palière, donc vous savez les portes qui sont des portes transparentes devant le train, on intervient, nos agents station, ils interviennent en moins de 3 minutes. Donc appel du PCC, je descends en courant, j'interviens sur la porte palière, en général on est en moins de 3 minutes. Donc là on est en train d'étendre les compétences de nos agents station pour être capable d'intervenir également sur un incident qui est lié à une porte train, donc pas uniquement une porte palière. Et puis dans le futur, ils vont avoir aussi une compétence un peu plus ferrée pour être capable aussi de gérer certains modes de défaillance sur les trains. L'idée étant d'être en capacité d'avoir l'acteur qui est le plus proche de l'incident, d'avoir nos acteurs qui sont les plus présents dans nos espaces, c'est-à-dire nos agents stations, qui sont en capacité d'intervenir sur un maximum d'incidents justement pour éviter l'engorgement de la ligne. Alors malheureusement, le temps passe terriblement vite. J'aurais souhaité que l'on puisse néanmoins dire un mot sur la data et sur la cybersécurité. Donc le métro automatique, c'est tout un écosystème finalement de supervision, de connectivité. Et Frédéric Bernaudin, comment est-ce que l'on pourrait utiliser mieux encore toutes ces données au service des voyageurs ? Alors, la data, il y a la data au niveau de la conception et la livraison, et notamment quand on va faire les métros automatiques, souvent on fait des partenariats avec des partenaires locaux et il faut avoir le même niveau de compréhension de la gestion des données.
Mais dans l'exploitation, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les systèmes qui sont mis en service fournissent ont déjà un certain nombre d'équipements disponibles à bord des métros, à bord des stations et autres. Dans les stations, par exemple, on a parlé de la gare de Lyon avec le comptage de la densité de passagers. On a eu une expérience similaire qu'on a fait à Copenhague, où là, eh bien, on a réutilisé le système vidéo existant et on a essayé de faire du calcul de densité de passagers sur plateforme et dans la station. Et avec le réseau existant, on a réussi à faire ces calculs-là avec un moins bon niveau de fiabilité, mais déjà un premier niveau de service. Et ça a permis, notamment, donc on ne l'a pas utilisé sur autoriser l'accès ou non en station. Par contre, on a regardé comment on pouvait utiliser cette information avec l'historique du trafic passager sur cette ligne et voir si on pouvait faire des modèles d'exploitation de la ligne en fonction de la densité de passagers. Donc, c'était des lignes en Y. On pouvait changer le type d'exploitation en fonction de la ligne. Et ça, c'était assez intéressant. On l'a mis en pratique. On l'a regardé comment ça pouvait servir. L'étude s'est limitée à cette ligne, mais ce qu'on s'aperçoit assez vite, c'est que finalement, il faut regarder au niveau de la ville, au niveau de l'ensemble des moyens de transport, et pas simplement adapter une ligne, c'est adapter le réseau autour et la mobilité. Et à ce niveau-là, se posent les questions notamment de tout ce qui est open data ou modèle type transmodèle qui est partage de la donnée. On s'aperçoit qu'on a besoin de partager la donnée entre les différentes lignes. Au niveau RATP, on a parlé d'engorgement sur certaines lignes avec les informations sur les lignes suivantes. Quand les lignes sont exploitées par des opérateurs différents, on a tout de même besoin de ce partage de la donnée. Et donc, on n'est plus au niveau de lignes urbaine, mais on est au niveau de navettes ou trains, mais de bus, de tramway, et comment interconnecter l'ensemble de ces données. Et ça, c'est au niveau de la mobilité, et on va au niveau de la mobilité, on n'est plus au niveau du CBTC seul. Et également, c'est donner cette information, mais également la distribuer au niveau d'applications mobiles. Et là-dessus, on travaille sur des projets où on va indiquer aux voyageurs et on va, en fonction de l'engorgement, il y a des réflexions qui sont faites pour proposer d'autres types d'activités à côté pour patienter ou prendre un autre parcours. Ça, c'est des sujets de réflexion. Un autre point qui est important aussi sur la donnée, la plupart des métros qu'on prend aujourd'hui, quand on regarde à l'intérieur, il y a des caméras au niveau des portes pour regarder ce qui se passe et tout ça. Et ces caméras, eh bien, elles sont là pour un niveau de sécurité, mais on peut s'en servir pour autre chose. Donc, comment faire pour accéder à cette ressource vidéo? Et la data, finalement, c'est plus que ce n'est pas que des données binaires 0-1, c'est également de la vidéo. Comment réutiliser la vidéo pour d'autres services que les fonctions primaires initialement pensées, telles que la sécurité? Pour le comptage de passagers. Comptage de passagers, ça peut également permettre pour comprendre la densité dans le métro. Et quand on sait que le poids d'un métro peut varier de 40% en fonction du nombre de passagers à l'intérieur, on peut voir des intérêts sur des optimisations de conduite ou autres qui peuvent être complétées autrement par que des mesures de caisse, de poids au niveau des métros, des rames et autres. Donc là, ça ouvre des sujets. C'est finalement pu amener des nouveaux capteurs, des nouveaux moyens pour avoir une nouvelle information. Il y a beaucoup de systèmes qui sont déployés aujourd'hui dans ces systèmes automatiques. Comment mutualiser cette information? Comment l'exploiter et faire sens à ce niveau-là, même avec des systèmes déjà déployés et développés? Et ça, c'est un véritable challenge. Alors, Édouard Dumas, la data au service de la maintenance, pour passer de la maintenance préventive finalement à une véritable maintenance prédictive, vous centralisez les données de certains des opérateurs qui sont vos clients, à la fois bien sûr, je pense, pour le bénéfice du constructeur, mais aussi pour le bénéfice des opérateurs eux-mêmes, puisque vous mutualisez finalement les retours d'expérience. Vous rencontrez néanmoins quelques réticences parfois d'opérateurs qui ne veulent pas forcément partager leurs données? Alors, pas du tout. Non, jamais. D'accord. Mon voisin à gauche ne sait pas de quoi on parle. Non, mais après, bon. Alors, Siemens, en fait, un peu comme tous les acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le fameux monde du big data. Ouais. Il y a énormément d'informations, énormément de données, comme tu disais. La donnée, en fait, elle est là. Et c'est vrai que les systèmes de transport au cœur des villes, et puis même le système
le système d'automatisme, en fait, il se retrouve, enfin en tout cas pour nous, il se retrouve un petit peu au cœur de tout. C'est-à-dire, on est au milieu du train, on est à bord du train, on est la radio, on communique. Enfin, il y a plusieurs systèmes de radio. La radio pour notre système, la radio pour pouvoir faire de l'internet, etc. Et donc en fait, la donnée, elle circule partout sur un système de transport. Il y a énormément de données. Alors le but, c'est le grand défi, en fait, c'est arriver à accéder à cette donnée. Et donc là, on a aujourd'hui, via notre plateforme qu'on appelle Religent, on a des capteurs un petit peu partout qui permettent de récupérer à bord des trains, à bord de nos systèmes et des systèmes tiers également, l'ensemble de la donnée. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument transformer ces données et il faut les transformer en informations. Il ne suffit pas d'avoir la donnée telle qu'elle. Il faut pouvoir la transformer en quelque chose qu'on puisse comprendre. Et puis, une fois qu'on a cette information, à ce moment-là, il faut pouvoir y passer. Alors, ce qu'on fait, généralement, on la centralise. Et donc, pour ça, Siemens Mobility a créé un centre en Allemagne, à Allard, où on centralise en fait énormément de données, énormément d'informations qui viennent de plusieurs opérateurs dans le monde. Et ça nous permet, en mutualisant en fait les différents cas d'usage qu'on peut voir chez plein d'opérateurs, ça nous permet d'arriver à détecter ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des cas d'usage où on s'aperçoit que sur tel ou tel système, au début il fonctionne comme ça, puis forcément au bout de X temps ou X ou Y face Y mouvement, le système, chez la plupart des opérateurs, il commence à se dégrader, il change comme ça, il change comme ça. Et donc ça nous permet ensuite, grâce à ces algorithmes, en fait, on renvoie ça auprès de nos opérateurs et on leur montre que en recherchant ces fameux patterns, par exemple sur des portes de train, aujourd'hui on mesure les courants, on regarde un petit peu les mouvements, on regarde s'il y a des freinages, etc., qui sont intempestifs. Et quand on compare le pattern, qu'on a l'habitude de voir dans finalement le schéma, le cycle de vie d'une porte, on est capable de dire à cet opérateur, attention, votre porte, là, elle commence à rentrer dans le pattern. Et donc, a priori, en moyenne, dans 2-3 ans, vous allez devoir la changer, elle va tomber en panne. Donc ça permet de faire finalement de la maintenance prédictive et non plus de la maintenance réactive, c'est-à-dire que l'opérateur va continuer à exploiter sa porte, son train, etc. Dans un mode nominal, et puis va vraiment cibler le changement de la porte au moment où le risque est le plus important pour lui, donc d'avoir une panne. Et ça, on le fait avec un ensemble de systèmes qui sont assez vaste. Alors vous disiez, juste pour terminer, vous disiez qu'avec certains opérateurs c'est un peu plus compliqué. Effectivement, on a quand même des opérateurs qui ont une culture de la protection de la donnée beaucoup plus forte dans certains pays. Dans le nôtre, en France, c'est le cas. Donc c'est un peu plus compliqué de récupérer cette donnée pour pouvoir la mutualiser, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus. On a suffisamment de données, suffisamment d'opérateurs pour pouvoir proposer ça à nos clients comme RATP, SNCF ou même justement sur la ligne B de Rennes actuellement. Frédéric Bernaudin, vous parliez de centres multimodaux. Peut-être un mot, Pierre Cherki, sur les hyperviseurs et en particulier votre projet à Lausanne qui est à la fois pour le Lausanne et Chalence-Bercher, le métro de Lausanne et le réseau bus et trolleybus. On parle de la donnée, on parle de systèmes hétérogènes. Les hyperviseurs, c'est donc cette nouvelle tendance qui vise à mettre sur une même plateforme une interface avec l'opérateur qui agrège des contenus venant de systèmes différents, de fournisseurs différents, avec des formats différents. Et donc on a développer un conseil dans ce domaine-là qui a été appliqué à Lausanne avec donc Lausanne, c'est un petit système, mais ils ont du métro, ils ont
le LEB, qui est une espèce de tram-train suburbain. Ils ont des bus et ils veulent faire une plateforme multimodale intégrée avec toutes les fonctionnalités associées. On n'a pas forcément le temps de développer ici, mais notamment le transfert d'informations entre les différents systèmes, ce qu'on appelle les fonctions coordonnées, c'est-à-dire que quand une porte est en panne ou émet une alarme, la caméra correspondant à cette porte est affichée sur l'écran de l'opérateur adéquat. Donc tous ces systèmes d'hyperviseurs sont en plein développement, et sur le Grand Paris, donc vos partenaires Thales sont en train d'en développer un. C'est le développement majeur sur la France en ce moment de ce système. Voilà. Bien, merci. Malheureusement, on me fait signe que le temps est maintenant venu de passer aux questions de la salle, mais on va encore pouvoir développer, donc je l'espère, certains thèmes au travers des questions que vous pourriez nous poser. Donc nous sommes à votre écoute. Oui, bonjour. Yves Amsler, conseiller de l'UITP, l'Union internationale des transports publics. Plutôt qu'une question, c'est une demande que je vais vous faire. Parce que l'UITP, depuis un grand nombre d'années, a initié une coopération entre ses membres pour essayer d'obtenir des priorités dans le secteur des télécoms, où les acteurs divers sont très nombreux, et il est très difficile d'avoir des priorités. Et on a réussi, à travers cette initiative, à obtenir l'année dernière deux législations de la Commission et deux législations du régulateur européen des télécoms qui donnent des priorités pour les CBTC dans la bande de 5,9 GHz. C'est très technique, hein, mais il y a 20 MHz qui sont réservés pour les métros, les CBTC. Et ces 20 MHz et cette bande, ces priorités ne seront accordées que si on peut prouver que les contraintes imposées aux autres acteurs, donc les acteurs du monde routier ou les acteurs du monde dit des airLAN, c'est-à-dire tous les systèmes utilisés par le Wi-Fi, pour les téléphones, etc., montrer que les règles qu'on leur impose pour que les priorités soient effectives puissent être réellement les bonnes. Donc il y a des tas d'études techniques qui se font. Ceux qui travaillent sont essentiellement les acteurs du CBTC, qui sont surtout des Français. Donc on a la RATP, on a la SNCF, on a Alstom, on a Siemens, on en a d'autres. Et on a, du côté belge, on a la STIB. Mais ce qui est important, c'est que ces actions qui ont abouti à ces législations soient partagées sectoriellement avec des manifestations venant d'autres acteurs, pas seulement des francophones. Et donc on a cette action de l'UITP qui est une action sectorielle. Et ce qui serait souhaitable, et c'est ma demande à Hitachi, à Keolis, c'est que quand ils interviennent dans des pays étrangers, comme par exemple à Glasgow, ou peut-être on utilisera le 5.9, bon, à Copenhague, ces gens-là sont des gens auxquels il faudrait demander de soutenir l'action de l'UITP, d'abord en informant leur ministère des Transports ou leur régulateur, que la bande les intéresse, et d'autre part, qu'on puisse faire nombre pour dire à tous les acteurs de ce monde-là, donc la Commission, l'Office des télécoms, le CC, que c'est vraiment une action sectorielle. Alors ça ne veut pas dire qu'on impose au CBTC d'aller dans la bande 5.9. Il y en a qui sont opérés, Thales, la bande 2.4. Il y a tout un tas de bandes. On verra comment utiliser la 5G plus tard. Mais on a cette bande aujourd'hui. Elle est disponible. Et donc il faut montrer qu'il faut la garder. Et il faut prouver qu'on peut la garder. Et il faut dire que dans le futur, c'est la bande où on peut développer plutôt les nouveaux systèmes. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est une demande. Est-ce que Keolis Hitachi pourrait signer le Memorandum of Understanding qui soutient cette action, sachant que ça a déjà été fait par la RATP, par la SNCF, ça va être fait par Siemens, ça a été fait par Alstom, ça a été fait par la STIB, ça a été fait par Munich, ça a été fait par différents opérateurs du monde, mais donc ce soutien, nous en avons besoin. Merci.
Christophe Sanguina, vous souhaitez Alors, ajouter un mot? je découvre le sujet. Je pense qu'il faut que ça soit adressé, je ne sais pas dans quel groupe UITP ça a été adressé, mais en tout cas, dans le cadre du groupe UITP sur les métros, les tramways, j'en ai pas entendu parler. Ce serait peut-être bien déjà de le communiquer au sein des groupes UITP pour que tout le monde en ait bonne connaissance. Alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais voilà, après, toutes les bonnes initiatives sont bien sûr soutenues. Hein. Frédéric Bernaudin, pour Hitachi, vous ajoutez un mot? Je vais rester sur la même réponse parce que mon représentant à l'UITP était dans le même groupe que mon voisin. Voilà. Donc, D'accord. Une autre question? Bonjour, Michael Bobonne. Puisqu'on parle de métro automatique, avant d'avoir un métro automatique, il faudrait déjà avoir un métro. Et je me demande la question plutôt simple. Pour vous, quelle est la prochaine ville française à se doter d'un métro? Et ma question est tout à fait innocente puisque je représente l'association Métro de Bordeaux, qui a proposé un métro à Bordeaux. Christophe Sanguina, c'est une question pour vous également. La prochaine ville de France, alors c'est plutôt les sociétés d'ingénierie là qui doivent avoir un avis là-dessus, à mon avis. Nous, on arrivera quand il sera installé le métro. Hein, on n'aura pas de problème à l'exploiter. Patrick Violet? Oui, je réfléchissais aux dernières analyses, études préalables, faisabilité qu'on a effectuées pour différentes villes en France. Voilà, vous parliez de Bordeaux, j'ai de très vieux souvenirs, parce que c'était le début de ma carrière, où il y avait en effet, à l'époque, j'étais chez Siemens, et en effet, il y a eu de belles études là-dessus. À date, avec... Je suis vraiment pas persuadé que ça soit le sens de l'histoire, pour être franc. Pierre Cherki, vous souhaitez ajouter également un mot? Le nom de Bordeaux m'est venu en tête, comme ça c'est une coïncidence totale. Hormis ça, je vois pas mal de développement de tramway, mais effectivement, une ville se doter de nouveaux métros, j'ai pas comme ça... Ouais, juste un petit mot, en fait, comme tu disais, c'est pas forcément le sens de l'histoire, parce que les grandes villes, et même les petites villes, la plus petite ville au monde à un moment c'était Rennes, qui s'était dotée d'un métro tout automatique. Donc maintenant c'est Lausanne. Après, récemment, le gouvernement, donc Jean Castex, a annoncé toute une série de financements lorsqu'il était à Lille il y a un mois pour pouvoir faire des BHNS. Donc en fait, on voit quand même que le sens de l'histoire, il y a eu beaucoup de faits sur les métros, puis on est passé sur le tramway, et puis maintenant on s'oriente quand même plutôt vers le BHNS. Voilà, donc dire que effectivement il y a un sujet sur Bordeaux. C'est surtout un sujet politique aussi, hein, c'est-à-dire que, vous l'avez vu, il aurait fallu que ce soit les autres qui gagnent, pour dire ça clairement. Et encore, c'est pas sûr, mais c'est le cas. C'est le cas dans pas mal de villes. Voilà, il y a. À Lyon, moi qui suis lyonnais, on avait un beau projet pour faire une nouvelle ligne de métro. Donc Lyon, quand même, ville importante en population. Et voilà, le changement politique, il y a un peu plus d'un an, nous amène à ralentir le développement du réseau métro pour retransférer les financements sur plus de tramways, sur plus de BHNS électriques, sur du développement de réaménagement de ville pour laisser plus de place au vélo. Donc c'est aussi un sujet de financement. Voire transport à câble. Hein. Voire transport à câble, je préfère pas en parler aujourd'hui. Emmanuel Sologny, vous auriez un point de vue à partager? Sur ce sujet-là, non, je n'ai pas vu tout ce qui a été dit, si ce n'est qu'on est prêt, côté RATP, avec nos filiales, RATP Dev, je pense sera ravi, il y en a plein dans la salle. Donc, je suis sûr qu'ils ont entendu et ils seront prêts à venir. C'est noté. Une autre question? Bonsoir, Lorenzo Frerstella de l'université de Cergy-Pontoise. Une petite question comme ça, utopie, ou plutôt dystopie. On a parlé de data. Est-ce qu'il y a des dangers concernant
dirais, une prise à distance malveillante. Est-ce que ça a dû être étudié, j'imagine. Donc voilà. Juste une question Voilà, sur donc ce c'est tout point-là. le problème de la cybersécurité. Nous avions prévu de l'aborder ce soir. Malheureusement, le temps nous l'a manqué, mais on peut le faire brièvement, là, maintenant, tout de suite. Qui veut répondre? Oui, Pierre Cherki. La cybersécurité est un vrai enjeu aujourd'hui, dans tous les domaines. On voit des attaques sur des données d'entreprise, par exemple, tous les jours. Dans le domaine ferroviaire, notamment les automatismes, on a longtemps pensé que c'était un domaine fermé avec des logiciels propriétaires, des processeurs codés, des choses. Et on se rend compte qu'au-delà de détourner un métro et de le faire aller à l'endroit qu'il ne faut pas ou collisionner un autre, il y a plein d'aspects dans la cybersécurité, dans la malveillance, qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, depuis la personne qui détruit des équipements jusqu'à le brouillage d'informations. Donc oui, c'est un véritable sujet. Aujourd'hui, je pense que toutes les ingénieries développent une expertise. Nous, on a une nouvelle offre de service sur la sécurité, l'AMO cybersécurité sur le Grand Paris Express. Et c'est une préoccupation qui croît. Alors il ne faut pas, attention, tout de suite se dire oh là là, je ne suis plus en sécurité nulle part. Il faut être conscient que le risque existe. Il faut analyser les failles, faire les vulnerability assessment dans le sens, développer les outils qui permettent d'identifier comment les attaquants peuvent pénétrer un réseau, que ce soit de manière informatique ou de manière physique. Faire les penetration tests. Et il y a toute une batterie aujourd'hui de méthodes qui sont plus ou moins normées, enfin plutôt plus maintenant, et qui sont mises en œuvre de manière de plus en plus conséquente sur les systèmes de transport. Pour compléter peut-être en 2 mots, aujourd'hui, comme disait Pierre, arriver à tromper le système pour envoyer une fausse commande qui envoie un train sur un autre, c'est très compliqué. Il faut des connaissances précises sur le codage du système. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les attaques cybersécurité sont quasiment à 100% du déni de service. Donc en fait, voilà, le hacker, lui, va essayer de faire du déni de service et se faire rémunérer sur le déni de service. Donc ça, c'est le principal risque sur lequel il faut se protéger. Voilà, le risque complémentaire qui peut amener à un risque, c'est qu'on peut arrêter des trains, on a des évacuations en tunnel. Ça, c'est un risque supplémentaire. On peut avoir des mouvements de panique sur des fausses informations, sur des systèmes, on va dire, de moindre sécurité. Arriver à prendre, c'est arriver à ce qu'un hacker installe et transmette de fausses informations sur les panneaux d'affichage info voyageurs. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si on parle d'automatisme de signalisation ferroviaire, moi aujourd'hui, personnellement, j'y crois peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque derrière de cybersécurité, mais pas dans le domaine des automatismes. Côté opérateur, un mot à ajouter peut-être, Christophe Sanguina pour Keolis? Non, mais je rejoins ce qui a été dit. Un mot à ajouter peut-être vis-à-vis des constructeurs. On pense souvent aux hackers, aux systèmes d'information et autres. Souvent, la première étape, elle est dans les trains. On oublie un peu de protéger nos systèmes embarqués dans le train et bien se rappeler que finalement, l'endroit peut-être le plus accessible, c'est encore d'aller se connecter directement derrière un petit tableau avec une clé ferroviaire dans un train. Donc voilà, il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là. Emmanuel Soloni pour la RATP. Alors, à la RATP, c'est un sujet effectivement qui est très important. Pour nos équipes projets d'ingénierie, on travaille notamment à la déclinaison de la loi de programmation militaire sur l'automatisation de la ligne 4, sur le produit CBTC de Siemens. On travaille également sur la ligne 14 pour le futur produit. Donc on a nos équipes techniques, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, notamment par mon collègue Dégis, juste avant. Et après, effectivement, pour nous, en tant qu'opérateurs, en fait, le vrai sujet, et je rejoins ce que disait Keolis, c'est que en fait, le vrai sujet, c'est comment on protège déjà nos équipements, enfin, ce qui est la base de la base. Enfin, on a des locaux techniques, on a des trains, et comment on s'assure qu'effectivement, personne peut accéder à ces équipements, puisque finalement, au-delà effectivement de l'attaque cybersécu qui va venir faire percuter 2 trains à laquelle
on peut avoir quelques doutes, même si on ne peut jamais dire jamais. Au-delà de ça, notre vrai sujet, c'est un sujet de continuité de service. Et aujourd'hui, si on a quelqu'un qui pénètre dans un local technique et qui va mettre le feu sur un local technique, ben malheureusement, on peut se retrouver avec un arrêt du service pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec au moment de l'incident un certain nombre de trains qui sont sous tunnel, des évacuations à gérer. Donc on a aussi ce sujet-là qui est très présent pour nous en tant qu'opérateurs, et c'est un sujet sur lequel on travaille également quand on conçoit nos nouveaux systèmes. Donc typiquement sur les systèmes de la 14 avec Siemens, on a aussi des scénarios qui prennent en compte des probables incidents de ce type, qu'on ne détaillera pas ici, mais en tout cas avec des capacités du système pour traiter ça en tout cas. Frédéric Bernaudin, j'ai vu que vous souhaitiez intervenir également. Oui, très rapidement. On est assez humble sur le sujet. Il faut reconnaître que c'est un vaste sujet. Donc, on suit les recommandations de la norme et on travaille de manière très étroite avec l'ANSSI. Et d'autre part, on s'appuie sur l'expertise d'autres secteurs. L'aérien, le militaire, ils interviennent sur des projets ferroviaires. On retrouve des filiales d'Airbus notamment. Après, sur un comportement anormal de personnes en station ou autre pouvant faire une attaque, il y a des réflexions et des études qui sont faites sur de l'analyse de comportementale par analyse vidéo. Mais là, on rentre sur des sujets assez sensibles de droit à l'image. Et ça existe dans d'autres pays. En France, pour l'instant, je n'ai pas connaissance, mais il y a des réflexions qui sont faites dans ce sens-là dans d'autres pays. Une autre question de la salle? Oui. On vous apporte le micro tout de suite. Hein. Bonjour, Samir Mouli, Capgemini. Donc moi, en fait, j'ai une question qui concerne l'interchangeabilité qui avait été développée en particulier avec le projet Optis. Est-ce que cette volonté d'avoir des systèmes interchangeables est toujours actuelle? Qui souhaite répondre? Édouard Dumas pour Siemens. Je vais commencer, mais sur la volonté, ce sera plutôt chez toi. Est-ce qu'il fonctionne celui-là? Oui. Alors sur la volonté, nous aujourd'hui en fait, dans le monde, on a vu finalement deux opérateurs majeurs quand même. La RATP d'un côté et donc NYCT de l'autre, qui ont eu des velléités ou qui ont vocation à avoir ce type de démarche. Alors chacun avec une philosophie différente. La RATP, donc c'est l'interchangeabilité, où vous avez finalement, c'est une gestion donc technique et contractuelle. Vous avez 3 industriels qui sont à même de répondre à chaque fois sur une ligne pour fournir le bord, le sol, la radio. Et puis, comme les specs sont bien faites, vous vous retrouvez donc la RATP peut choisir à chaque fois qui elle décide de mettre où. Et hop, donc là, vous avez eu, alors de mémoire, la ligne 3, la ligne 5, la ligne 9. Il y a dû y avoir la 6 en ce moment qui est en train d'être faite, et puis la 11. Voilà. Puis la 11. Donc, je pense que ce modèle à la RATP, je te laisserai en dire 2 mots, devrait perdurer sur les lignes avec conducteur. Dès qu'on passe sur un mode sans conducteur, aujourd'hui, on n'a pas encore vu ça. À New York, c'est un peu différent, où c'est de l'interopérabilité, où là, en fait, vous devez être capable de faire circuler les trains d'un autre industriel, avec le système de l'autre industriel, sur la même ligne, avec des specs qui sont leadés, alors pour le coup, par Siemens. Donc en fait, les autres constructeurs, donc c'est Thales, le deuxième, ont dû s'adapter à nos spécifications. Et alors nous, ça nous a... Voilà, enfin, du côté industriel, ça ne nous enchante pas forcément, parce que ça nous oblige à ouvrir, à donner plein d'informations, et on parlait de propriété intellectuelle, c'est pas anodin pour nous. Donc si la question du côté industriel, est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres dans le monde par ailleurs, je ne pense pas qu'on répondrait oui à ça assez facilement. Mais Nexteo est dans ce cas aussi, j'imagine, non? Avec 2 industriels qui travaillent sur alors, un produit. Nexteo, alors il y a un appel d'offres en cours, Nexteo BED, Oui. J'en parlerai pas. Parce on a signé des accords de confidentialité là-dessus pour pas en parler, mais oui, ça peut s'entendre. Sur le Nexteo actuellement développé, non, on est les seuls à développer Nexteo. Après,
Il y a, par contre, il y a le petit frère dont je parlais tout à l'heure, là, qui est le contrat ATS+. Et là, comme il y a 2 titulaires, chaque titulaire, donc Alstom d'un côté, Siemens Atos de l'autre, on développe exactement le même système qui, lui, effectivement, est censé s'interfacer avec le CBTC. Donc là, on se retrouve à avoir une communauté de vues et des échanges d'informations sur ce sujet-là. Mais voilà, après... Ouais, j'avoue, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à part des opérateurs très matures comme RATP, SNCF, NYCT, qui sont capables de faire ça, je ne vois pas comment ça peut prospérer en fait. Patrick Violet, vous souhaitiez réagir Oui. pour Aegis. D'ailleurs, je vais rebondir sur la dernière phrase. En fait, aujourd'hui, on voit en effet que ce sont 2 gros réseaux historiques avec beaucoup de compétences, des équipes d'ingénierie formées, historiques. Et on voit, alors moi, Aegis n'est pas dans ces 2 projets. Cependant, on imagine très bien en tant qu'ingénieriste le coût à porter ce type d'interopérabilité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment regarder ça au cas par cas. Et aujourd'hui, on parlait de Rennes tout à l'heure, les petits réseaux, finalement, entre le coût de porter cette interopérabilité, d'être en capacité de définir des spécifications d'interface, d'accompagner les industriels là-dessus, de tester cette interopérabilité par rapport aux gains de remise en concurrence, alors qu'ils vont avoir 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Finalement, le gain financier, ils ne le retrouvent pas derrière. Christophe Sanguina, vous souhaitiez ajouter un mot? Non. Non. Bien. Je veux bien rajouter juste un petit mot. Effectivement, donc à l'échelle du réseau RATP, c'est quand même assez intéressant Octis. Enfin, c'est aussi pour ça que ça a été fait. Donc un premier lot sur les lignes 3, 5, 9. Donc l'idée, effectivement, c'est aussi la mise en concurrence, la capacité de notre ingénierie à porter effectivement toutes ces spécifications. L'intérêt aussi pour notre maintenance derrière, puisque derrière, on transfère ça à notre gestionnaire d'infra et à notre mainteneur. Donc quand on fait des choses un peu standards avec du Octis, en fait, on rôde et on facilite toute la chaîne aussi en interne RATP. On comprend bien les impacts côté constructeur. Mais voilà, ça avait un intérêt chez nous. Ça a été fait sur ligne 3, ligne 5, ligne 9, avec des niveaux différents d'Octis en fonction des lignes. Ça a été fait plus récemment sur le métro pneu, avec la modernisation de la ligne 6 et avec le prolongement de la ligne 11, qui vont aussi basculer sur des systèmes Octis. Et à moyen terme, pour savoir s'il va se passer encore des choses, oui, il arrive aussi des systèmes type Octis sur le futur matériel MF19, donc le futur métro sur fer, pour les lignes, alors que je ne dise pas de bêtises, il doit y avoir la 7, la 8, la 12, la 13 au moins. Donc voilà, et la 2 aussi. Donc voilà, donc du coup sur ces lignes-là, pour accompagner l'arrivée du train, on va aussi avoir un nouveau pan d'Octis qui vont arriver. Bien, ce sera le mot de la fin. Le temps est maintenant venu de conclure cette conférence. Je voudrais remercier chaleureusement nos intervenants. Vous remercier également, chers amis du public, pour être présents, pour avoir été présents ce soir et nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine conférence de VRT. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.